João Carlos das Neves Pereira. Si un jour j'ai un pneumothorax ou un emphysème ou un cancer pulmonaire, je préfère que c'est lui qui m'opère et vous allez comprendre pourquoi. Donc je t'invite s'il te plaît. Je vais vous raconter comment je l'ai connu. J'étais étudiant en médecine et j'avais entendu parler de lui déjà. Il y avait une légende parmi tous les étudiants en médecine. On avait tous entendu parler de João Carlos das Neves Pereira, le Brésilien. Il disait, tu verras un jour si tu passes en service de thoracique, il y a un chirurgien, il est complètement fou. Il est hyperactif, il ne s'arrête jamais comme une pile électrique. Et dès qu'il a fini un bloc opératoire, il remonte en salle pour aller voir les malades et leur parler et passer du temps avec eux. Et puis un jour, je suis en soins intensifs de pneumologie, quand je voulais encore faire anesthésiste et non pas psychiatre. Et il me dit, je viens enlever un drain thoracique, il est où le drain thoracique? T'as le matériel? Ouais, donne-moi le matériel. Voilà. Donc la réputation de la pile électrique était vraie. Et je lui dis, est-ce que je peux venir avec toi? J'en ai pas vu 50 des drains thoraciques qu'on enlève, j'en ai vu que 4, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, oui, viens si tu veux. Et d'un coup, la pile électrique s'arrête. Et là, il dit, monsieur, installez-vous tranquillement. Je vais vous enlever le drain thoracique et ça va très bien se passer. Et vous allez, voilà, soufflez, respirez, soufflez, voilà, on enlève, confortable. Il fait ça pendant 5 minutes et on sort de là. Je lui dis, mais João Carlos, tu es non seulement le Brésilien fou qui remonte entre chaque bloc dans la salle, mais tu fais de l'hypnose. Il me dit, chut, malheureux, si tu veux qu'on parle de ça, on va au café ce soir. Hein. Sinon, on ne parle pas de ça. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Il a eu plein de problèmes du fait de sa proactivité. Et je veux vous partager aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a invité sur le congrès Guidé vers le mouvement, vous allez comprendre une grande partie de ce que c'est la proactivité naturelle. Voilà. Merci, João Carlos. Merci à vous. Ah, Stéphane, il y a les pointes, les laser points. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment de pouvoir être parmi vous pour partager, pour discuter quelque chose. Je suis vraiment passionné, je suis accro. C'est les soins péri-opératoires, c'est les pré-opératoires, les intra-opératoires et les post-opératoires. Et qu'est-ce qu'il y a à voir en chirurgien thoracique? On va parler de chirurgie lourde, chirurgie thoracique, cardiaque, bariatrique, parce que j'aide aussi des autres spécialités. Dans un congrès d'hypnose, vous allez voir, c'est grâce à vous, que ces patients que vous allez voir, ces vidéos-là, vont vraiment courir. Ils ne vont pas marcher, ils vont courir dans le couloir. C'est des gens de 75 ans. Après, on lobectomie des poumons, après, on tumeur de la paroi opérée. Ce sont des opérations lourdes. Et ce n'est pas quelques heures après, ce sont quelques minutes. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à l'hypnose et beaucoup à des autres thérapies qu'on appelle intégratives, que vous allez voir. Bon, comme vous avez vu, ces programmes-là que je vais partager aujourd'hui, son nom en anglais, c'est International Peri-Operative Euro Program. En français, ça serait un petit peu un programme péri-opératoire. C'est pas une récupération après chirurgie, parce que vous allez voir qu'on va préparer les patients avant l'opération. Ils vont faire des exercices même, vous allez voir des vidéos. C'est pas mon français, il n'est pas très bien, mais bon, c'est ça, cette phrase, c'est les patients vont faire des exercices pendant l'opération. Vous allez voir la vidéo. Bon. Tac. Je voudrais remercier Stéphane Radekov et Asma Khaled, c'est les deux collègues qui m'ont présenté, ils m'ont inspiré dans les domaines de l'hypnose. Et grâce à eux, ces résultats-là que vous allez voir sont possibles. Je voudrais remercier à l'organisation, à Enora. Bon, on commence par là. Là, ces patients-là, ils viennent de se faire opérer. Celui-là à gauche, c'est une dame qui vient de subir une grosse intervention sur les intestins. C'est quelques minutes après l'opération, elle est dans le jardin, elle n'est pas perfusée. Elle est en train de manger, même elle est opérée l'intestin, oui. Bon, après on va vous expliquer. Là, au milieu de son patient, on a resséqué une grosse tumeur de la paroi thoracique, quelques minutes après, il est souriant, pas de morphinique, il est là. Et celui-là à droite, il a même les dos bocaux, parce qu'il vient de subir une résection pulmonaire. Et il est là, en train de sourire, faire des vélos, quelques minutes après, pas de morphinique, pas perfusé. Et c'est pour ça que je suis très content de venir dans un congrès qui s'appelle Guidé vers le mouvement, parce que vous allez voir que vraiment, ça c'est clair, comme l'eau des roches, que
c'est ce qui sauve les patients de ces interventions lourdes. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les chirurgiens, c'est les mouvements. Et c'est grâce à l'hypnose et d'autres thérapies intégratives qu'on va pouvoir le faire courir. Ou sinon faire des pompes contre les murs, ou faire des squats. Parce que les vrais mouvements, immédiatement après l'opération, c'est lui qui va faire bouger les sangs dans les artères, les veines, pour éviter des complications. Vont faire bouger les intestins pour éviter des complications. Vont faire bouger les muscles, etc. On a commencé ces projets en 1996 au Brésil, à l'université de São Paulo. Et un jour, j'ai présenté un congrès et Messé Riquet, qui était le chef de service, m'a invité de venir en France pour implanter les projets. C'était en 2003. Mais c'est vrai que j'ai des copains parmi à peu près dans 10 pays qui font le projet. Mais c'est plutôt mes copains brésiliens et aujourd'hui les Chinois. Si vous êtes intéressé, il y a même un des diplômes universitaires Paris 5 qui s'appelle DU Extreme Perioperative Fast Track. C'est l'avenir de la réhabilitation accélérée après chirurgie. Et comme je vous avais dit, aujourd'hui, les programmes où j'ai fait plus de patients, c'est en Chine, c'est à Shenzhen. Parce que c'est vrai, ici en Europe, on fait 4-5 opérations thoraciques dans un service par jour. Et là, en service, je travaille à Shenzhen. Mais à Shanghai, par exemple, l'hôpital, il fait une centaine de lobectomies par jour. Et là, bon, c'est vrai qu'ils sont plus que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Bon. La définition de projet, c'est ce que je vais vous dire, c'est une chose très très simple. C'est un ensemble de procédures très simples, avec un niveau de preuve, evidence-based, 1A, 1A et 1B, afin de réduire la morbidité, la mortalité et la nécessité des soins hospitaliers. Je vous dis la nécessité parce que, pas la durée, parce que tous nous qui travaillons dans les hôpitaux, nous savons que parfois les patients sont prêts à partir au niveau médical, mais s'ils veulent rester, ce n'est pas grave. Il ne va pas rester sur les lits en train de regarder la télé. On va le faire des massages, il va au jardin, on va faire des sports, on va faire des ateliers d'OIN, sophrologie. Bon. Pourquoi j'insiste un petit peu, 2-3 diapos sur les niveaux des preuves scientifiques? Parce que quand on parle des thérapies intégratives, il faut faire très attention parce que toujours on est un petit peu chassé à droite à gauche pour des gens qui ne croient pas. Par exemple, je vais vous parler dans quelques diapos sur l'aromathérapie, par exemple, on va utiliser que des huiles essentielles qui ont déjà subi en trial, en études randomisées, etc. Même si nous savons qu'il y a des autres huiles qui n'ont pas encore été testées, qui pourraient marcher. Mais dans l'hôpital public, on va utiliser plutôt des gestes qui ont des évidences 1A ou 1B, parce que comme ça nous fait une recommandation A. Ça veut dire qu'il faut le faire. Bon, je vais résumer parce que j'ai 30 minutes. En France, on fait 36 étapes, 12 préopératoires, 12 intraopératoires, 12 post-opératoires. Ce n'est pas kabbalistique, c'était didactique pour les internes. On dit 12, 12, 12. Et en plus, j'ai découvert qu'en français, il y a une phrase qu'on dit « il n'y a pas 36 solutions pour un souci, etc. » On a utilisé un petit peu ça pour jouer avec les mots. Mais en Asie et au Brésil, il y a 40 étapes, pas 36. Je vais vous montrer quelques-unes des 12 étapes evidence-based préopératoires, quelques-unes des 12 étapes intraopératoires et quelques-unes des 12 étapes post-opératoires. Mais dans ces trois, pré, intra et post-opératoires, l'anesthésie joue un rôle essentiel, soit pour calmer avant l'opération et durant, soit pour stimuler les patients à courir, à faire des sports, etc. Et vous allez dire, ben Juan Carlos, c'est bizarre. Tu me dis, ce sont des choses très simples, c'est prouver ces niveaux 1A, 1B des preuves scientifiques. Pourquoi ces vidéos-là que tu nous montres, c'est ce qu'on fait à la routine. C'est parce que c'est vrai que je suis chirurgien, il y a plein d'anesthésistes ici, et je pense que vous êtes d'accord que dans le domaine chirurgical et anesthésique, il y a beaucoup le rôle de la tradition. Parfois, on pose la question, pourquoi que les patients, il faut qu'ils restent au lit après une lobectomie du cancer du poumon? Parce que c'est une lobectomie. Oui, mais pourquoi qu'il doit rester au lit? Il ne peut pas aller dans les jardins. Non, c'est une lobectomie. Mais pourquoi? Parce qu'on fait ça depuis 60 ans et c'est comme ça. Bon. Et malheureusement, heureusement, il y a des très bonnes traditions et malheureusement, il y a des très mauvaises traditions. Bon, je vous donne quelques exemples des étapes préopératoires d'abord, avant que je monte les vidéos.
En exemple, je dois remercier docteur Franck Bernard, qui c'est un jour que je suis allé à Paris, invité par Stéphane, parler au docteur Franck Bernard, parce que c'est ce qu'on faisait un petit peu. Stéphane m'a dit, c'est ce que tu fais, c'est un petit peu de l'hypnose. Je suis allé parler au docteur Franck Bernard, il m'a fait un cadeau, les bouquins, je l'ai lu. Et c'est vrai qu'après, lire les bouquins, mettre en route des choses que j'ai lues là, on a beaucoup amélioré la qualité des soins. Notre exemple, par exemple l'aromathérapie, je vais passer vite fait pour donner un exemple. Là, on va utiliser que des huiles qui sont basées sur des épreuves. C'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore été testées. Parce qu'on faisait beaucoup de lavande avant. Et dans des pays du Sud, on faisait l'orange ou la bergamote, parce que c'était moins cher. Parce que ça ne sert à rien de faire les patients courir après l'opération s'il n'a pas bien dormi. Et là, on faisait la lavande pour augmenter la qualité du sommeil, aussi pour diminuer l'anxiété. Et à l'époque, je suis âgé déjà, on faisait benzodiazépine préopératoire. Parfois, l'opération durait 1-2 heures. Et les patients ils dormaient pendant 3 heures à cause des benzodiazépines. Comme ça, on faisait la lavande ou l'orange. Et après, l'hypnose et d'autres techniques, vous allez voir, pour les calmer avant l'opération. Comme ça, ils se réveillaient très bien après l'opération. On pourrait courir dans les jardins. On utilisait aussi avant, pendant et après l'opération, l'auriculomédecine du professeur Nogier de Lyon. Vous allez voir l'ékiné qui est au bloc, qui est en train de faire l'auriculothérapie. Il a des études randomisées avec la vraie et des faux points d'auriculothérapie pour réduire la douleur, etc., post-opératoire. Et c'est vrai que si on va demander à un patient de 75 ans de faire des pompes contre les murs après l'opération ou faire des squats, il faut qu'il ait pas mal d'épaules, pas mal dans les hanches pour qu'il fasse des exercices. Et toutes ces techniques, c'est pour préparer les patients pour faire des mouvements après. C'est guidé vers le mouvement. Les patients bariatriques, ils ont 150 kg. Pour qu'ils puissent courir sur ses genoux à 150 kg, il faut les préparer avant. Et on utilise toutes ces techniques. Aussi des techniques de massage. Bon, quelques exemples au bloc opératoire avant de vous montrer des vidéos. On continue les approches multimodales de l'anxiété, de la nausée, vomissement, de la douleur. Toujours des techniques niveau 1A et 1B des preuves. Là, vous voyez les collègues qui est à gauche. Il est en train de nous aider à l'anesthésie avec l'hypnose. Au milieu, c'est Raphaël, c'est l'ékiné que je vous avais dit, que nous fait de la thérapie multimodale, préopératoire, intraopératoire, post-opératoire. Vous allez voir qu'il fait des kinés pendant l'opération, quand le patient est en train d'être opéré. Là, on n'a pas commencé encore, c'est l'induction de l'anesthésie. Il est en train d'aider avec l'auriculothérapie, l'aromathérapie, et à peu près un petit peu là, l'acupuncture, au bloc. Encore au bloc, après l'intervention, si les patients étaient intubés, on va vous montrer qu'avec l'hypnose et un petit peu de techniques d'anesthésiante locale, on arrive à faire des grosses thoracotomies qu'avec ces solutions qu'on injecte, un petit plus d'anesthésie locale et un petit peu d'hypnose. Et on arrive à faire les patients sans intubation, même des grosses interventions très lourdes. S'il était intubé, on les tube le plus tôt possible. On le fait réalimenter précocement parce que pour faire courir, il vaut mieux qu'il mange après. Et là, la patiente, elle est en train de manger dans la salle opératoire. C'est vrai qu'elle ne peut pas manger d'haricots carottes dans les blocs, mais il y a des aliments qui sont considérés pour les infirmiers comme quelque chose de stérile. Et là, elle est déjà habillée avec ses habits. Ce n'est pas les habits de l'hôpital. Il y a là la veine qui est perfusée, mais elle n'est pas en sapin de Noël avec plein de choses qu'elle tient. Elle est wireless. Elle a les mains libres pour courir, pour faire des pompes. Et on commence l'exercice physique immédiatement. Sur la table opératoire, elle vient de se réveiller. On commence déjà à faire des exercices avec les mains, le pied, etc. Et elle va marcher jusqu'à la salle des réveils. Pas forcément, parce que les critères pour sortir de la salle des réveils sont les critères des Aldrich critères, qu'il faut faire un score de 10 ou 12. Et là, elle est déjà dans les scores d'Aldrich 10 ou 12. Ça veut dire qu'elle pourrait sortir de la salle de réveil, même avant, aller en salle de réveil. Ça veut dire qu'on va partir au jardin. Bon, quand elle montera au service, on va continuer l'approche multimodale de l'anxiété, de la nausée, vomissement et de la douleur.
Et là, ça joue un rôle très important, les programmes qu'on appelle « Choose Your Environment ». Ça veut dire, si on dit au patient « Bonjour messieurs, bienvenue à l'hôpital, vous avez une chambre ». Les mots hypnotiques, chambre, un lit. Et la télé, on l'invite à faire quoi? Si on a un lit, une chambre, télé. Et normalement, à la télé, ça ne passe pas des beaux oiseaux, hein, ça passe la guerre, l'inflation, les chômages. Bon. Là, il va choisir son environnement. On a battu des jardins avec des herbes aromatiques. Il peut se faire masser dans la chaise de shiatsu devant la lavande, devant le romarin, devant une plante qu'il choisit, de la menthe par exemple. Sinon, il va dans un salon d'été, des hôpitaux plus qui n'ont pas trop d'espace. C'est vrai, on va bâtir des espaces bien-être, vous allez voir. Là, par exemple, son exemple. Ça, c'est au Brésil, c'est notre collègue, je suis de São Paulo, il y a 1 million de Japonais à São Paulo. C'est le Dr Augusto Kuma. Elle prend en charge les patients après l'opération. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un petit peu d'hypnose, un petit peu d'aromathérapie. Il y a des patients qui n'aiment pas trop les odeurs. OK, on fait un petit peu de shiatsu. Il y a des patients qui n'aiment pas, qui ne touchent pas trop. C'est pas grave, on va faire d'autres choses. Ça veut dire qu'elle va choisir des techniques adaptées à chaque patient dans cet espace bien-être. Sinon, OK, on n'a pas d'espace bien-être. On est dans un endroit, un hôpital, où les services, il n'y a que les chambres. OK, on a des chaises de massage, par exemple. On va masser les patients, faire un petit peu d'aromathérapie, auriculothérapie, doin, cupping, avant, durant, après l'opération. Là, c'est après. Ou sinon, on va vraiment bâtir des espaces dans les hôpitaux, comme celui-là. Vous voyez qu'il a la main qui est à gauche, il y a son bras. Elle va avec sa fille qui vient d'être opérée. Et là, c'est les kinés, c'est Raphaël, qui est en train de faire des massages. Et après, il fera à la main aux infirmières. Les chirurgiens, ils n'aiment pas trop, mais bon, il y a quelques-uns qui vont se faire masser. Parce que ce n'est pas un programme que pour les patients, c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde se sent vraiment pris en charge. On essaye de faire une ambiance soit naturelle, si possible. Si pas possible qu'il soit naturel, on fait des espaces bien-être. Naturel, bon, ça c'est l'hôpital Georges Pompidou à Paris, où il a des jardins au rez-de-chaussée. Si les patients peuvent descendre, c'est vrai que quelques-uns vont descendre pour fumer, mais bon, ils peuvent descendre, prendre un sandwich, rester avec la famille, se balader là. Là, c'est au Brésil, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a du soleil. Là, la patiente vient d'opérer son intestin, elle va dans un jardin. C'est ces jardins-là que j'ai dit que j'ai battu avec les kinés. Et on a planté des herbes aromatiques là au coin. Et comme on est des Brésiliens, on a dit, vous avez de la marijuana. Non, c'est plutôt de la menthe, il y a des romarins, etc. Et là, elle avait avec sa main, la patiente. L'autre s'est fait masser là, au jardin. Et même les couleurs, il y a quelqu'un de l'université, pas la mienne, je suis de l'université Estadual de São Paulo. Il a l'université fédérale qui est venu pour faire les couleurs de l'hôpital. Il m'a expliqué que si les patients veulent, on les tourne vers les jaunes, l'autre mur est vert, l'autre est bleu. Bon. Mais ça, je ne comprends pas trop. Ben, il nous oriente. On a battu un jardin japonais à São Paulo, comme je vous avais dit, il y a 1 million de Japonais, c'est facile. Un jour, j'ai dit, ici, je vais faire un jardin japonais. Les directeurs de l'hôpital ont appelé des Japonais, des architectes, ils nous ont battus en jardin japonais. Vous voyez que la dame à gauche, là, elle vient de se faire opérer son thorax, elle a son bocal là par terre, qu'il a la couvercle jaune. Les patients à droite sont des patients des bariatriques. Et ces des 2 hommes et la dame à gauche sont des patients à moi qui sont des patients de chirurgie thoracique. C'est vrai que les collègues des autres spécialités voient que les patients courent dans le couloir, ils font des pompes, ils font des squats, ils nous demandent Juan Carlos, tu ne peux pas faire ça à mes patients? Et là, on fait dans toutes les spécialités. C'est vrai que je ne sais pas comment faire une chirurgie bariatrique, mais j'entre, etc. Et après, je prends en charge dans les jardins. Là, par exemple, il a la sœur de ses patients qui est en train de les masser, elle a eu des entraînements avec les kinés. Là, c'est la fille de l'autre patient qui a son bocal aussi, parce qu'elle vient de se faire opérer les thorax, là, par terre. Les salons d'été. Au début, on a planté des herbes aromatiques pour que les patients puissent faire la cueillette et faire l'infusion. Mais après, les collègues nous ont expliqué de l'administration qu'il ne faut pas faire des cueillettes et faire des infusions parce qu'on ne sait pas si quelqu'un a craché sur les jardins, etc. Ce n'est pas grave, on a mis des petits infusions commerciales et les patients utilisent les herbes pour se faire masser devant, etc. Si on n'a pas un espace naturel, ce n'est pas grave, on va faire des espaces bien-être comme ça, on fait des petits coins dans les couloirs, on met une chaise massage, on mettra un petit peu de musique, des bouquins sur les bien-être, sur la hypnose, la respiration pranayama, un petit vélo électrique là. Bon.
Qu'est-ce qu'on a découvert aussi, c'est la convivialité. C'est quelque chose, c'est gratuit. Et quand on met un patient dans les couloirs et on le fait courir, après 2, 3 tours, il dit « Docteur, je peux rentrer dans ma chambre ». Mais si on met 2, 3, 4 patients, et on les dit avant, il ne faut pas parler des mauvaises choses, il faut dire qu'il y a des bonnes choses. Et là, ils commencent à parler entre eux. C'est vrai qu'ils restent toute la journée en train de faire des exercices. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont passé 2 heures là. Et même là, dans les salles des gyms, au jardin, ils restent toute la journée. Et après, à la fin de la journée, s'ils vont rester pour le lendemain, c'est dingue, parce qu'avant, il fallait les pousser pour faire des exercices, rester au jardin, marcher. Après les programmes, qu'ils sont ensemble, la convivialité, c'est au contraire. À 19h, il faut dire « Ah, allez les gars, on va rentrer dans la chambre pour dormir, parce qu'ils sont dans le jardin la nuit. » Bon. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on a fait déjà des études sérieuses au niveau méthodologique? Oui, en 1996, on faisait déjà ça au Brésil, mais on a fait en étude qu'on a publiée au European Journal, qui c'était pour voir, bon, les programmes, faire courir les gens, faire manger immédiatement, etc., c'est faisable, on savait déjà ça. Mais on posait la question s'il y avait une bonne tolérance. On a publié cet article, ça fait longtemps, c'est quand j'étais jeune, c'était 2009. C'est le Fast Track Rehabilitation for Lung Cancer, parce que je suis thoracique, j'ai commencé avec les cancers du poumon. Aujourd'hui, on fait dans toutes les spécialités. Une autre chose que les gens me posent la question, ils disent « Ah, mais c'est super, les gens se font masser, il y a des huiles essentielles, ils se courent, ça veut dire que s'ils se courent, ça ne caillote pas le sang dans les mollets. S'ils se courent, ils n'ont pas d'iléose intestinale. S'ils se courent, ils n'ont pas mal au dos. S'ils se courent, ils n'ont pas d'atelectasie. Ah, mais c'est super, mais ça coûte combien? En effet, c'est au contraire. Ça fait épargner d'argent. Tous les collègues de l'administration, soit des hôpitaux qui payent par jour la journée, soit des hôpitaux qui payent par matériel utilisé, on a vu qu'en effet, c'est moins cher faire ça que faire traditionnel. Ils ont calculé, il y a quelques endroits où on épargne 73% de ce qu'on utilisait avant. Ça veut dire, sur une lobectomie, tous les 100 € qu'on utilisait avant, on utilise 27 et on épargne 73. Bon, avant la vidéo, la petite conclusion pour ces diapos d'introduction, c'est que faire courir les patients, faire manger, faire un espace bien-être, etc. Tout d'abord, c'est evidence-based, c'est basé sur des épreuves. Toute la science dit qu'il faut bouger précocement. On a vu que c'est sûr, c'est facilement faisible, il n'y a pas de coût de matériel, au contraire. Mais il y a un souci là, il y a un petit mot là, il y a un souci grave, c'est les si. Si une équipe multidisciplinaire motivée, disponible, parce que parfois les gens ne sont pas très motivés d'aller courir avec les patients, ils veulent opérer et c'est cassé. Bon, là, si quelqu'un me dit « Juan Carlos, au lieu de faire 36 étapes, on ne peut pas faire 3-4 ?» Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, par exemple, je suis chirurgien, je suis très occupé, je ne veux pas courir avec mon patient, j'ai quelques opérations, je vais me casser. Je peux faire courir les patients. Je vous déconseille fermement, si quelqu'un va faire courir quelqu'un 75 ans, diabétique, obèse, cancer, prothèse d'hanche, vertige, courir dans le couloir sans son chirurgien ou l'équipe, les infirmiers, le kiné à côté. Je vous déconseille fermement. Là, faites l'original, les traditionnels, c'est comme on fait toujours. Je vous montre quelques vidéos. Là, cette vidéo, c'est en Chine. J'ai enlevé les sons parce que toutes les vidéos ne sont pas en français. C'est en Chine, on fait une grosse thoracotomie. On va dire, ah, mais aujourd'hui, on fait vidéo. Oui, mais la tumeur était comme ça. Elle ne sortait pas pour les petits trous de la vidéo. C'est une grosse thoracotomie. Le patient, il est réveillé. Il n'est pas entubé, là. Parce qu'on a fait des techniques locales, plus quelqu'un à la tête qui, grâce à vous, il fait quelque chose qu'on peut, je ne sais pas si on peut parler, que c'est l'hypnose, mais je ne parle pas chinois, mais c'est quelque chose que je dirais que c'est un genre d'hypnose. Et là, la patiente, elle n'est pas entubée. Si on lui parle, elle répond. Je ne parlais pas parce que je ne parle pas chinois, mais elle répondait. Et quel est l'avantage? Là, elle a sa grosse intervention, mais tout le temps, elle a été réveillée. Quand on fermera la peau, on va dire, madame, on s'élève, on l'habille, on fait manger, parce qu'elle n'a pas besoin de réveiller, parce qu'elle est déjà réveillée. Donc, c'est vrai que quand on commence à fermer la paroi, on peut faire bouger les patients un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est en train de disséquer l'aorte, la cave, le cœur. Parfois, on entube les patients endormis.
parce qu'il ne peut pas avoir mal avec l'hypnose et ses techniques locales, mais il peut bouger. Et ce n'est pas très agréable que quelqu'un bouge, qu'on est en train de disséquer les médiastins. Là, c'est au Brésil, les patients viennent de faire en opération aussi, cancer du poumon, lobectomie supérieure gauche. Là, au fond, c'est la table opératoire, là, blanche. Il est passé sur les brancards. On va vérifier s'il est sur Aldrich score de 10 ou 12. On voit s'il bouge, s'il a une bonne saturation d'oxygène, s'il n'a pas de nausées, s'il a pas mal, s'il bouge les jambes. Bon, si OK, on le fait boire. C'est pas rare qu'on donne du café parce que le café stimule l'intestin et pour nous c'est bien parce que le transit fait baisser un petit peu le diaphragme et les poumons reprennent sa place. Bon, il va boire, après il va manger quelque chose, pas haricot-carotte, mais quelque chose de stérile là dans la salle opératoire. On va l'habiller et on va monter. Ça, c'est quelques secondes après arriver au service parce qu'il est venu un ascenseur en train de marcher. Et là, il va courir avec sa femme qui les tient les bocals. Et pourquoi courir? Parce que marcher, ça ne recrute pas des alvéoles qui sont fermés. Ça ouvre, les alvéoles qui sont déjà ouverts. Et comment on voit ça? Il a son bocal. Et après, je vais vous montrer. On pose des questions, s'il a mal. Il parle en portugais du Brésil. Je dis, vous avez déjà mangé? Il a dit, oui, j'ai mangé déjà. Sa femme, là, est en train de l'aider. Et je lui pose la question s'il a mal au niveau de la thoracotomie. Celui était vidéo, bien entendu. Il a son drain thoracique. J'ai dit, 0, c'est absence de douleur. 10, c'est douleur. Vous avez mal? Non, 0. Après, j'ai ces vidéos-là. Si après vous voulez, je vous envoie. Il palpe pour vérifier qu'il a pas mal. J'ai dit à sa femme, palpez, regardez s'il a pas mal. Non, il a pas mal. Bon, si vous avez pas mal, on va faire un petit peu de pompe pour remplir les poumons. Et comme on a les drains thoraciques, on voit que vraiment les poumons, ouf, va à la paroi. Là, il fait des squats. Courir, squat et pompe sont 3 exercices qui font de pression expiratoire positive finale. Et là, il fait des squats. Et après, il va reprendre la course avec sa femme. OK. Et finalement, vous regardez là les bocals. Je vais filmer les bocals pour voir qu'après quelques minutes, il n'y a plus d'ébulage, ça veut dire les poumons et la paroi. Ça ne donne plus les drains. On pourra enlever les drains. C'est ça que Stéphane parlait. Si on fait les patients vraiment regarder les bocals, ça ne bulle plus, il n'y a plus de sang, parce que j'ai changé les bocals après quelques minutes qu'il faisait la course. Comme ça, on peut enlever les drains quelques minutes après la lobectomie. C'est vrai que si ça bulle, on ne va pas enlever les drains, bien entendu. Là, c'est au Brésil, c'est les patients qui font des exercices pendant l'opération. Au lieu de rester crucifiés comme ça, elle fait des exercices. Pendant qu'on opère les ventres, il est en train de se faire opérer, mais le ventre, pas les bras, pas les pieds, pas la... Bon, là, elle est en train de sourire. Cette dame-là, elle avait mal à l'épaule avant l'opération. Le kiné l'a travaillé avec elle avant. Et là, elle fait pendant. Et là, elle est souriante pendant qu'on opère son ventre. En Chine, il y a des gens qui mangent pendant l'opération. Au Brésil, ça s'interdit. Je n'ai jamais fait. Mais en Chine, ils se mangent pendant l'opération. Il y a des vidéos sur Internet, si vous voulez. Là, c'est au Brésil aussi. C'est après en lobectomie. Bon, on va courir. Comme vous voyez, je ne suis pas très doué au niveau des vidéos. Ils ne sont pas de très bonne qualité, mais c'est ça. Il n'a pas besoin de rester toute la journée avec les patients. C'est ce qu'on appelle démarrage ou start. Ça veut dire, on va au bloc, on opère Messier X, en première position. Entre les Messier X, Messier Y, en deuxième position, on a 15, 20, 30 minutes parfois pour qu'on prépare la salle et qu'on fasse entrer les prochains patients. Quand je monte au service pour courir avec les patients, ça ne me coûte rien. C'est le temps que quelqu'un est en train de nettoyer la salle et endormir les prochains. Et là, on peut courir. Et après, on dit en phrase très hypnotique, on va dire aux patients et à la famille, regardez, je vais redescendre au bloc. Et là, il ne faut pas courir, hein. C'est que marcher. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui marche. En effet. Là, ce sont d'autres spécialités. Les collègues de urologie m'ont demandé, Juan Carlos, tu peux me faire pour la prostatectomie? OK, on arrive à faire courir. Mais le souci, c'est que vous voyez, il a la sonde urinaire. Parce que je n'ai pas trouvé une solution encore pour enlever la sonde urinaire immédiatement après la prostatectomie. J'espère un jour trouver la solution, mais c'est bien, on le fixe bien, on le fait courir, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on aide des patients des autres spécialités. Après, lui aussi va faire des pompes, va faire des squats. Vous allez me dire, Juan Carlos, il n'a pas opéré les poumons, pourquoi tu veux qu'il court, qu'il fasse des pompes contre les murs et des squats s'il n'a pas opéré les poumons?
On n'a pas besoin de recruter des alvéoles. Bon, il y a plein d'anesthésistes dans la salle. Vous êtes d'accord que même n'importe quelle opération, ces patients, il était intubé, lui. Il faut les recruter, les alvéoles. Là, c'est un jardin que vous avez vu colorié. Là, il était encore en train d'être battu. Des patients de bariatriques. Première position, deuxième position. Une vient de se faire opérer. Celui à droite. Celui à gauche, il était déjà opéré avant, l'autre est là. Pour les mêmes chirurgiens, ça veut dire qu'il est en décalage de temps. Mais ils sont en train de courir. Mais vous regardez qu'elles ne courent pas en train de faire des impacts sur les genoux. Elles ont plus de 100 kilos chacune. Ça veut dire qu'elles ont couru avec les chirurgiens, avec les kinés, avec l'infirmière, d'une façon adaptée. Celui-là, c'est les jardins après les travaux. Elle va faire des pompes, etc. C'est la bariatrique aussi. Elle a déjà mangé un petit peu de gélatine. Elle ne peut pas manger vraiment tout ce qu'elle veut parce que c'est la bariatrique. Elle va manger de la gélatine, du thé. Elle a pas mal. Elle appuie sur le ventre. Elle dit non, j'ai pas mal, zéro douleur. Et là, elle va courir. Et là, elle est en train de dire qu'elle veut rentrer chez elle. On va voir si c'est au niveau social. Elle a la cognition, elle peut rentrer chez elle, elle n'habite pas trop loin. Ok, elle peut partir dans quelques minutes. Mais l'intention, c'est pas faire sortir. C'est augmenter la qualité et la sécurité. Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est l'infirmière de Cambridge, de l'université anglaise, britannique. C'est Charlotte. Elle est partie au Brésil pour voir les programmes. Bon, on l'a pris faire des massages, etc. Mais elle était seule. Il en avait fait 5 lobectomies ces jours-là. Elle a pris un patient à faire les massages chez l'autre. Comme ça, elle s'est débrouillée. Quand on sort du bloc de 5e opération, elle était là en train d'apprendre les gens à faire des massages. Sauf on me sait que là, c'est lui en noir. Tous les autres sont des patients qui ont été opérés. C'est un patient masse l'autre. Ici en France, il y a quelques hôpitaux où on est conseillé de ne pas laisser qu'un patient masse l'autre. Même les patients lourds, ces patients-là, on a opéré, on a enlevé des os du pied, non, de la jambe. On a fait en mandibule, on a fait en muscle pectoral. Il est en soins intensifs. 2 minutes, Joe. OK. Mais même lui, il peut marcher. Là aussi, c'est thoracique. Ah, ça, c'est en Chine. Ils sont très doués au Qigong, Douyin, etc. Il fait ça avant l'opération, après l'opération. Ils ont très bon jardin, là, à Shenzhen. Et ça, c'est intéressant. Ils ont mis par terre, là, les pas qu'il faut parcourir. Les patients n'arrêtent pas. Ils marchent toute la journée. Celui qui vont se faire opérer et celui qui sont déjà opérés. C'est bizarre parce que je ne parle pas chinois. J'ai demandé au patron, mais ils marchent toute la journée. Il dit, mais vous avez dit de marcher toute la journée. Je dis, non, mais il peut reposer un petit peu. Après... Merci. 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 Bon, j'ai laissé mes coordonnées. Après, si vous voulez, envoyez-moi en WhatsApp. Vous pouvez lui écrire, le contacter, l'appeler pour venir dans vos hôpitaux si vous voulez mettre en place le programme. Et il se déplace partout dans le monde. Hein.